Justement, en fait, tous les gens qui font du droit, on déteste les maths. Vraiment, en Chine, on favorise beaucoup la conciliation, la médiation. On essaie d'arranger les choses entre les parties. Alors qu'en France, on est... Oui, tout à fait. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Suzanne, j'ai 28 ans cette année et je suis avocate en France. T'es comme moi né en France, c'est quoi ton histoire? Non, je suis pas née en France, je suis née en Chine. Mes parents sont d'origine de Qingtian, pas très Ok. loin de Wenzhou. Et je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. En Chine, ils galéraient à trouver un emploi, c'était difficile. Ils voyaient plus la France avec plus d'opportunités, donc ils ont décidé de devenir en France. Mais ils sont venus par eux-mêmes tout seuls ou ils avaient des relations qui les ont aidés à venir en Ils France? avaient des relations. En fait, dans la communauté Wen, ça fonctionne beaucoup sur le relationnel, sur les relations. On D'accord, avait un peu de famille déjà d'accord, ici. d'accord. Ils nous ont aidés. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui comme travail? Mes parents, ils sont restaurateurs. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on devient avocat en France? Pour devenir avocat, les études sont assez longues. Moi, il m'a fallu 8 ans à peu près. En fait, c'est entre 6 ans à 8 ans. Alors déjà, il faut faire une licence en droit qui dure 3 ans, où on fait du droit général, donc droit de la famille, droit du travail, droit pénal, droit civil, droit des contrats. Et ensuite, en master, tu te spécialises. Moi, je me suis spécialisée en droit des affaires et ça dure 2 ans. À la fin de ce master, on va passer un concours pour entrer à l'école d'avocat. Ce concours s'appelle le CRFPA. On peut le passer que 3 fois. Une fois qu'on a réussi cet examen, qu'on est à l'école, on a une formation de 2 ans à peu près. En fait, c'est divisé en 3 phases où on fait des stages, on a encore des formations professionnelles. Et à la fin de ces 2 ans, on va passer un autre concours qui s'appelle le CAPA. Donc, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et une fois que tu obtiens le CAPA, tu vas prêter serment et tu deviens officiellement avocat. Voilà. C'est D'accord. assez long. C'est assez long, donc 8 ans de formation. Oui. Mais qu'est-ce que tu apprends en cours de droit? Alors, c'est plus des cours théoriques. On commence avec les bases. Pour les examens, c'est souvent des cas pratiques, c'est-à-dire qu'on te donne un cas concret et tu dois apporter une solution. Et il y a aussi beaucoup de pratiques de dissertation et de commentaires de texte. On doit commenter des règles de loi, des textes. Pour la dissertation, c'est plus, tu dois développer un point de vue juridique. Tu dois essayer de développer, argumenter. Et on a le droit constitutionnel, c'est le texte suprême qui régit l'État, l'organisation. Par exemple, dans la Constitution, on retrouve le rôle du président de la République, du Premier ministre, qui vote les lois, comment est D'accord, établi un règlement et qu'on ne peut pas changer facilement. d'accord. Donc, en parlant de dissertation, on avait fait, par exemple, un sujet sur la cohabitation, on a fait des sujets sur la séparation des pouvoirs. D'accord. Donc, en France, le pouvoir est divisé il y a 3 pouvoirs. Donc, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est les juges qui détiennent ce pouvoir. Le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Et ensuite, le pouvoir exécutif, c'est le président de la République et le Premier ministre qui exécutent les lois qui ont été votées. Ça me rappelle les cours d'éducation civique Oui, j'avoue, au au lycée, au collège, lycée. collège, lycée, ouais, tout à fait. On avait des petits cours comme ça de 1 heure ou 2 heures Mm. par mois. Tout ça pour être des bons citoyens français et de connaître le système français. Mm. C'est vrai qu'en droit, tu touches un peu de tout. Donc, tu es obligé d'avoir une culture juridique, culture générale, pardon, assez large. On fait un peu de philo aussi, un peu de comptabilité en lien avec le juridique. D'accord. Donc, c'est assez vaste et général en licence. Et c'est à partir du master qu'on commence à se spécialiser. Mais j'ai pas entendu mathématiques. Non, C'est fini. non, non. C'est fini. C'est fini les mathématiques. Justement, en fait, tous les gens qui font du droit, on déteste les maths. Pour nous, c'est incompréhensible. J'ai beaucoup d'amis qui ont choisi de faire des études de droit. Justement, ils détestaient les matières scientifiques et notamment, surtout les maths. Les maths, Moi, c'est un d'accord. peu mon cas aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien, ton travail? Alors, comme j'avais fait un master en droit des affaires, donc actuellement, je travaille dans un cabinet où je fais essentiellement droit des affaires et droit des sociétés. Donc, on aide les entreprises
En fait, notre activité se divise en deux branches. D'un côté, le conseil et de l'autre, le contentieux. Moi, je fais plus de conseils, c'est-à-dire on répond aux questions des clients, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ne savent pas comment faire dans leur démarche, on est là, on répond à leurs questions. Et il y a l'autre aspect, c'est la partie contentieuse, où on défend nos clients devant les tribunaux. À côté du droit des affaires, je fais du droit immobilier, tout ce qui est cession de fonds de commerce, donc toutes les cessions de restaurants, de tabac. Ma troisième spécialité, c'est qu'on aide des entreprises chinoises ou des particuliers, des Chinois qui veulent venir s'installer en France. On les aide dans leurs projets d'investissement. Comme tu es chinoise, j'imagine que tu parles bien mandarin. Oui. Ça va? Oui. Donc j'imagine que ça peut aider justement de parler en chinois, mandarin directement avec les clients. Oui, tout à fait. En fait, on a beaucoup de clientèle chinoise. Vu qu'ils veulent investir en France, ils ne maîtrisent pas encore la langue française. Pas du tout. Oui. Pas du tout, ok. C'est bien de pouvoir travailler en chinois en direct avec eux. Sinon, il faudra faire appel à des traducteurs, interprètes. C'est plus compliqué, oui. En plus, WeChat. Oui, c'est très pratique. Directement WeChat. Mais c'est quoi leur histoire? Pourquoi ils veulent investir en France? Parce que le monde est grand. Pourquoi ils décident d'investir en France? Ils investissent dans quoi? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, bien sûr. Je sais que pour beaucoup de Chinois, la France est un pays romantique, donc ça attire beaucoup de gens. La plupart de nos clients, en fait, ils veulent pas mal investir en France, notamment dans des châteaux. Châteaux? Oui, d'accord. Des hôtels également, parce que les Chinois, ils aiment bien le vin français. D'accord. Que c'est difficile d'investir en Alors, France? c'est assez complexe. Il y a tout un projet à monter. Il faut bien établir un business plan. C'est tout un projet à monter. Tout d'abord, comment ils vont venir? C'est la question qu'on se pose. Il faudra faire une demande de visa. Ensuite, leur business plan, leur projet professionnel. En fait, on est là, on les accompagne à établir leur projet. D'accord. Donc, ça prend du temps. Il faut un projet qui prend assez de temps. Bien ficelé. Oui. C'est quoi leur profil? Mais vraiment, pourquoi la France? Parce qu'on se moque souvent de la France, grève, insécurité. Donc ça prouve que la France attire quand même les gens encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. À côté des investissements, il y a aussi une partie, c'est notamment des parents qui veulent accompagner leurs enfants à venir faire des études en France. D'accord. Et en parallèle, ils font quelques investissements et ils peuvent également être aux côtés de leurs enfants. Mais c'est quel type de projet? Pour donner un exemple simple, c'est par exemple acheter un restaurant. En parallèle des études de leurs enfants, ils achètent un restaurant. Il suffit que j'achète un restaurant en France, à Paris, et boum, j'ai un titre de résident français, c'est comme ça? Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Ça dépend du profil de la famille, du projet d'investissement. En fait, il faut tout un dossier et c'est vraiment au cas par cas qu'on analyse. Mais quels sont les critères? Et plus le projet est gros et plus c'est facile. C'est quoi? Tu parles français? Tu es déjà venu en France? Quels sont les quelques critères? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs critères. C'est vrai que plus le projet est gros, plus c'est facile. Mais l'intégration, le fait de parler français, c'est super important. Même pour les parents? Oui, tout à fait. Ça facilite, ça prouve que... Tu es motivé? Oui, voilà, il y a une réelle volonté de s'intégrer dans dans la société française. Donc tu m'as dit que tu étais né en Chine, mais est-ce que tu es retourné en Chine depuis? Est-ce que la Chine, ça t'attire? Alors, pendant très longtemps, la Chine m'attire énormément. Même durant toutes mes études, en fait, de base, je voulais retourner travailler en Chine. Je suis vraiment très attachée à la Chine parce que c'est ma langue maternelle, j'ai encore de la famille là-bas. Et même pendant mes études, j'ai fait 1 an d'échange en Chine à l'université de Wuhan, où j'ai pu découvrir le droit chinois. C'était une année très sympa, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Je retourne de temps en temps l'été pour voir les grands-parents. Mais donc tu es allée en Chine pour faire des études, mais tu n'es pas restée. Non. Pourquoi? Alors, de base, je voulais devenir avocate en Chine. C'était ça mon projet initial. Finalement, j'ai changé d'avis. Je suis finalement plus liée à la France, même si la Chine, c'est un très beau pays aussi.
En fait, durant l'année d'échange, j'ai découvert que la Chine n'était pas comme ce que j'imaginais. C'est sûr, il y a beaucoup d'aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs, notamment la pression au travail. Je sais que les Chinois travaillent énormément. J'avais fait un stage où j'ai pu un peu découvrir le monde professionnel et j'ai pas vraiment aimé l'ambiance de travail. Après, c'est vrai que c'est un cas particulier. Peut-être que si j'avais d'autres expériences, j'aurais peut-être changé d'avis. Oui. Finalement, j'avais l'impression que la France me correspondait mieux. Dans ton expérience, tu dis qu'en Chine, on travaille trop, c'était différent. Mm. Mais c'était quoi l'ambiance de trop? Qu'est-ce que ça veut dire trop? En plus, t'étais que en stage. Hein. Oui, j'étais que en stage. Que en stage. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de jour de repos. Le week-end, les gens travaillaient, le soir, les gens travaillaient. Et dès qu'on a besoin de toi, il faut être là. Il n'y a pas la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Alors qu'en France, on essaye de faire attention. C'est pas 100%, mais on essaie toujours de faire attention à bien séparer les choses. D'accord. Alors qu'en Chine, j'ai l'impression que dans n'importe ce que tu fais, tu travailles tout le temps, tu travailles tout le temps. H24, oui. D'accord. Bah, c'est l'une des forces aussi Ouais. en Chine, c'est le service, la rapidité. Moi, quand on discute avec des Chinois, ils se disent ah la France c'est trop lent, Ouais. il faut prendre rendez-vous pour tout. Il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre la banque, il faut prendre un rendez-vous. Pour Oui. le téléphone, il faut prendre un rendez-vous. Pour des petites choses, alors qu'en Chine, tout, c'est pratique. En 30 minutes, c'est réglé. C'est réglé. Donc c'est aussi la productivité en Chine. C'est sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les D'accord. deux pays. Donc, maintenant qu'on a dit des inconvénients, est-ce que tu avais vu quelque chose que tu avais apprécié en Chine que tu ne retrouves pas en France? Vraiment les relations entre les amis, j'ai bien aimé. Je trouve que les Chinois, ils sont très chaleureux, les gens que j'ai rencontrés là-bas. Même si on ne se connaissait pas de base, on n'a pas de relation, je trouve qu'ils sont très ouverts. Si on devait un peu stéréotyper ou généraliser la différence France-Chine culturelle, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que l'ADN en France, on est plutôt chaotique. En Chine, on se sent vraiment en sécurité. Tout est très aligné, la productivité. La France, c'est plutôt chaotique, où c'est moins ordonné, c'est le contraire de l'ordre. Mais l'avantage, c'est que ça laisse plus de place à l'individualité. Tout à fait. Alors qu'en Chine, il y a l'ordre, il y a la productivité, et l'individu est plus étouffé. C'est général, c'est stéréotypé peut-être, c'est juste mon aperçu. Il y a des Chinois qui viennent en France et qui adorent la France et qui font des études et après qui décident de s'installer en France. Ce sont ces gens-là qui trouvent l'espace pour l'individu. Au contraire, il y a des Chinois qui viennent en France et qui disent au bout de 2 ans « Ah, j'ai pas du tout apprécié mon expérience », peut-être parce que ces gens-là préfèrent l'ordre. Pourquoi tu as décidé de devenir avocate? Parce que c'est sérieux comme métier. Oui. D'où t'es venue l'idée de devenir avocate? L'idée m'est revenue il y a au moins 15 ans. D'accord. Mes parents, ils m'ont pas poussée à faire des études de droit. C'est vraiment moi, je voulais devenir avocate. Alors, en fait, au collège, en 3e, on avait un stage de découverte. Et un jour, c'était le directeur de l'école qui m'avait proposé. Il m'a dit qu'il avait un ami qui est avocat dans un cabinet d'avocats à Paris, si j'étais intéressée. J'ai accepté la proposition, je suis allée voir. Et donc, j'ai découvert ce métier pendant cette semaine de stage où, j'étais avec mon maître de stage, on allait rencontrer les clients, on allait au tribunal plaider. J'ai bien aimé cette découverte et l'expérience que j'ai eue dans le cadre de ce cabinet. Depuis que j'étais petite, j'aime bien regarder les dramas TVB. Et il y a tout le temps des séries sur les avocats. Les médecins, les pompiers, oui. Par métier, oui. Ça m'a un peu influencée. Et une fois que j'étais au lycée, j'avais fait un bac scientifique. Donc rien à voir alors? Oui, rien à voir. Je préférais plus les matières littéraires, par exemple philo, histoire, français, tout ce qui est rédaction. Et au moment du choix pour la fac, en fait, une phrase que mon maître de stage m'avait dit qui est revenue, c'est qu'il m'avait dit Suzanne, je te vois bien avocate dans 10 ans. Et voilà, c'est cette phrase qui m'est revenue. D'accord. Et donc je me dis, allez, pourquoi pas des études de droit pour devenir avocate. Après, dans les études juridiques, il n'y a pas que le métier d'avocat, il y a d'autres métiers, il y a juge, il y a huissier, tu peux devenir juriste en entreprise aussi. Moi, je voulais devenir avocate parce que j'aime bien l'aspect
contentieuse où tu vas plaider devant le tribunal, où tu vas défendre un client. Est-ce que tu as déjà plaidé au tribunal? J'ai déjà plaidé plusieurs fois pour des dossiers en pénal, mais D'accord. aussi en droit des affaires. D'accord. Pour la première fois, j'étais très stressée Oui. parce que en fait, c'était un dossier où j'ai plaidé quand j'étais à l'école d'avocat. En fait, on pouvait assister les avocats dans les dossiers et du coup, je me suis portée volontaire pour un dossier en pénal. Et comme le temps était assez limité, on avait le dossier le jour même et il fallait plaider 2 heures plus tard. Donc tu n'as que 2 heures pour le préparer? Oui, tout à fait, pour comprendre, pour lire le dossier et de préparer ta plaidoirie. Et alors que moi, je suis plus à l'aise si je prépare en avance et que je mets tout à rédiger à l'écrit. Et ce jour-là, j'avais pas trop le temps. Il y avait pas mal de public parce que les audiences en France sont publiques. Tout le monde peut y accéder. C'était assez stressant. Ça a duré 5 minutes, mais j'avais l'impression que c'était assez long D'accord. avec le stress. D'accord. Donc tu n'as pu parler que pendant 5 minutes? Oui, en fait, le temps est assez limité vu que les tribunaux sont assez engorgés. Les juges préfèrent aller très très vite et donc ils essayent de limiter le temps D'accord. dans les Et le plaidoiries. résultat plutôt positif à la fin ou Plutôt pas? positif, C'est j'étais bon. contente, on a obtenu gain de cause. Ah, super, donc gagné alors. Oui. C'est ça qui compte, Oui. c'est ça qui compte. Je t'ai pas demandé, mais tu as des frères et sœurs. Oui, j'ai un petit frère et une petite sœur. Et ils font du droit comme toi, pas du tout? Pas du tout. Alors eux, ils ont repris les restaurants de mes parents, donc ils D'accord. travaillent dans la restauration. Je suis vraiment la seule à vouloir faire des études en droit et de devenir avocate. Mais tes parents, ils ne mettent pas un peu de pression? Eh, viens travailler dans le restaurant. Arrête. Non, non, pas du tout. Mes parents, en fait, ils nous encouragent plus à faire ce qu'on a envie. Moi, dès le départ, je disais que je voulais faire des études en droit, je voulais devenir avocate. Ils t'ont soutenu, ils ont Oui, dit oui tout tout à de fait. suite. Ouais. Super, Mm. t'as de la chance. Mm. Mais c'est quoi le quotidien d'un avocat dans un cabinet? On se déplace pas mal. Sur la partie conseil, souvent on a des rendez-vous avec le client. Ils nous expliquent la situation, leurs problèmes, on récupère les dossiers. D'accord. Une fois qu'on a récupéré le dossier, on fait une analyse du dossier. Ensuite, on passe beaucoup de temps à faire des recherches juridiques. Par exemple, si le client a un contentieux, Oui. on va le défendre devant le tribunal, on doit chercher des arguments juridiques en sa faveur. Donc on doit chercher des jurisprudences, donc des arrêts rendus similaires afin de défendre le client. On doit rendre des conclusions, donc on a pas mal d'écrits à rendre. On sera normalement convoqué par le tribunal pour la plaidoirie. À côté de cet aspect contentieux, on a toute une activité de conseil, donc on répond aux questions des clients. Ah, les Français sont racistes. Moi, je trouve pas du tout. Est-ce que toi, tu as ressenti du racisme dans ton quotidien? Moi, personnellement, jamais. Mais vas-y. Moi, en fait, ma réponse est pareille que toi. J'ai jamais subi du racisme ou quoi que ce soit, alors que pendant le primaire, j'ai fait dans le 19e, c'est un quartier plutôt défavorisé. J'ai pas subi de racisme, mais c'est un sujet. Enfin, il y a toujours des cas Il y a des cons qui partout. existent. Il y a des Oui, cons bah partout. oui, tout à fait. Donc moi, personnellement, non. Donc pourquoi je pose cette question-là? Parce que moi, sur les réseaux sociaux chinois, on me dit Oui. ah, français, raciste. Il y a des cons partout. Donc ça, c'est vrai, il y aura toujours des cons partout. Mais à mon avis, la France, d'une manière générale, n'est pas raciste. Pourquoi? La preuve, vous êtes en France. Si la France était raciste, on ne serait même pas en France. Tout à fait. Ça prouve que la loi laisse une opportunité aux étrangers et aux Chinois de venir en France. Pourquoi moi je fais ces vidéos-là? Parce que j'ai envie de partager l'expérience des Chinois en France, mais j'ai envie de dire que la France, c'est un beau pays, et que si vous avez envie de vous intégrer, vous apprenez le français, très important, que vous respectez les lois et que vous faites des efforts, la France vous accueille à bras ouverts. Tout à fait. Et qu'il y a, il y a du droit en France, c'est pas n'importe quoi, et qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à vous intégrer en France. Il y a peut-être des Chinois qui nous regardent et qui se disent « Ah, j'ai envie de venir en France pour un échange universitaire et qui ont envie de commencer à faire du droit. Est-ce que c'est facile à faire du droit pour un étranger chinois? » C'est sûr que c'est pas des études faciles.
Le droit, c'est un domaine où on a un vocabulaire assez spécifique. Non seulement il y a l'apprentissage de la langue française, en fait, il faut aussi apprendre ce vocabulaire-là reste assez complexe. Mais je pense que c'est tout à fait faisable si vous avez l'ambition, si vous persévérez, il n'y a pas de problème. Donc il faut faire attention au français. Mais si on fait des fautes d'orthographe, parce que j'imagine que le français en tant que langue étrangère, on fait tout le temps des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire à l'écrit. Et si on doit plaidoyer en français et qu'on a un peu peur pour s'exprimer, ça peut être handicapant, non? Oui, c'est pour ça qu'il faut beaucoup s'entraîner, il faut beaucoup rédiger. Pendant les études de droit, on a des cours aussi qui permettent d'améliorer la grammaire, l'orthographe, la conjugaison des étudiants. Après, tout le monde fait des fautes d'orthographe, c'est humain. Même les Français, ils font des Oui, fautes. oui, C'est beaucoup. tout le monde. Beaucoup, oui. Donc faut pas se dire que parce que je suis pas Comme mon français n'est pas parfait. oui, de se limiter, de se poser des barrières. Je vais compléter, Oui. c'est que en fait le métier d'avocat n'est pas limité à ceux qui ont la nationalité française. Il n'y a pas de restriction de nationalité. Tout le monde peut, s'il le souhaite, devenir avocat. Pour réussir les entretiens, quels sont les points qu'il faut vraiment bien maîtriser? Je pense que dans les entretiens, c'est important de montrer un peu ton caractère, de ne pas dissimuler ton caractère, parce que les gens qui font passer l'entretien, c'est tes collègues plus tard. D'accord. Donc en fait, il faut te montrer qui tu es exactement. Tu n'as pas besoin de te cacher, de montrer que tu es super extraverti. Tu peux rester toi-même tout en mettant en avant tes compétences et tes valeurs. Il faut que tu donnes l'envie aux gens qui te fait passer les entretiens, de travailler avec toi. Vous allez bien vous entendre, que la collaboration va bien se passer. Oui, tout à fait. D'accord. Mais tu m'as dit, pas besoin de montrer qu'on est extraverti. Donc, extraverti, c'est une force. C'est vrai Il faut quelqu'un qui soit comme ça et qui parle beaucoup pour plaidoyer, ou quelqu'un qui est plutôt réservé, je le sens avec toi, t'es plutôt quelqu'un de réservé. T'es pas comme ça. Hein. Tout à fait. Et donc, mais c'est pas un handicap d'être plutôt réservé. Ouais. Non, pas du tout, parce que l'image qu'on donne souvent à un avocat, Oui. c'est des gens qui parlent beaucoup, Oui. qui est extraverti. Oui. Pas du tout. De ce que j'ai pu constater avec mes collègues et même à la fac, tous les avocats ne sont pas extravertis. On n'a pas forcément besoin d'être super extraverti. Même pour les plaidoiries, par exemple, en fait, on n'est pas là à beaucoup parler pour dire rien. On est plus là à mettre en avant les arguments juridiques, à défendre, à convaincre. Plus de la logique, de la méthodologie. Tout à fait. Donc moi, je t'ai trouvé sur Ronchon. Mais pourquoi tu crées des contenus sur le monde du droit? Sur Charanchou, il y a un peu de tout. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de droit, surtout Français en plus. français, oui, Français c'est ça. en plus. Oui. En fait, c'était la période où je préparais le barreau. Je révisais et je me dis pourquoi pas partager mes connaissances juridiques. Je sais que pour beaucoup de Chinois qui vivent en France, parfois ils ont des difficultés avec la langue française. Ils n'ont pas vraiment accès au droit. Et donc moi, je voulais partager mes connaissances, pouvoir les aider. Mon premier post, c'était comment obtenir des conseils juridiques gratuitement en France. Je pense que ça a été utile pour beaucoup de gens parce que les gens, quand ils ont des problèmes juridiques, ils ne savent pas vers où aller, vers qui y aller. Et en France, il n'y a pas beaucoup d'avocats qui parlent chinois ou des avocats chinois. Donc ils ont ce problème de barrière de langue. Je vais te poser la question. Je suis chinois, comment je fais pour avoir des aides juridiques? Tu peux aller voir un avocat si tu as les moyens. D'accord. Sinon, il y a des conseils juridiques gratuits. Oui. Par exemple, au tribunal, il y a des permanences tenues par des avocats en semaine où ils donnent des conseils juridiques gratuitement dans différentes branches de droit. Et sinon, en France, on a la maison de la justice où il y a des avocats. Tout le monde peut prendre rendez-vous et aller consulter ses avocats. Sinon, on a beaucoup de sites qui sont utiles, notamment Service Public, justice.fr, qui donnent des informations juridiques utiles. Tout ça, c'est gratuit? Oui. C'est important, c'est gratuit. Oui, donc, gratuit. Comme vous l'avez entendu, tout ça, c'est gratuit. À vous de vous renseigner. Donc, tu m'as dit justice.fr? Oui. Justice.fr. J'imagine que c'est en français. Oui, c'est en français. Peut-être en anglais, au maximum?
mais surtout sûrement pas en chinois. Oui, pas encore. Pas encore, mais Oui. c'est un projet. Je vois qu'il y a beaucoup de sites officiels où ils commencent à mettre le chinois. Au pire, le conseil pratique, vous copiez-coller et vous faites ChatGPT. Et vous Tout à demandez à fait. ChatGPT de traduire, c'est gratuit. Utiliser l'IA, c'est gratuit. Mm. Ça peut vous aider à traduire et même à poser des questions. Les avocats chinois que tu as rencontrés, eux, est-ce que vous avez parlé de la différence entre le droit chinois et le droit français, ou la différence dans des clients, des expériences? C'est sûr qu'il y a, certes, il y a des similitudes, mais il y a également des différences. Notamment en Chine, on favorise beaucoup la conciliation, la médiation. On essaie d'arranger les choses entre les parties. Alors qu'en France, on est... oui, tout à fait. Vas-y, continue, vas-y. Je te laisse Euh, parler. on préfère plus passer par la voie contentieuse. Parce que c'est contentieux, il y a un gagnant et un perdant à la Tout fin. à fait. Pourquoi justement cette différence? Pourquoi les Français, selon ton expérience, n'aiment pas résoudre les problèmes à l'amiable? En tout cas, au moins. Je pense que c'est moins ancré dans les habitudes, alors qu'en Chine, on essaye tout le temps on essaye souvent, c'est plus dans une habitude dans les coutumes. Alors qu'en France, culturellement peut-être, les individus pensent que j'ai raison, tu as tort, et donc on va avoir une confrontation. Mm. Moi j'ai une autre hypothèse, c'est qu'en France, on est un pays chrétien à la base, ok, et donc il y a l'idée de Dieu, et donc il y a l'idée de justice, avec un grand J majuscule. Mm. Donc j'ai raison, donc, et que la loi va me supporter, va être d'accord avec moi. Alors qu'en Chine, c'est yin-yang, c'est flou. Mm. Et donc c'est jamais j'ai raison, t'as tort, c'est tout le temps du gris. Et donc on peut toujours négocier. Alors qu'en France, il y a cette logique noir ou blanc. Mm. Si t'es pas d'accord avec moi, grève, c'est le choc, c'est toujours deux forces qui se poussent. D'ailleurs en politique, c'est gauche-droite, vous voyez, c'est gauche-droite, donc toujours des forces qui se rentrent dedans. Donc c'est ça aussi la culture française. Alors j'ai pas dit lequel est le mieux, mais c'est ça peut-être une différence. Donc merci Suzanne pour cette interview. Merci à toi, Luc. Donc comme vous l'avez pu constater, elle est très forte, elle est très calée en droit et elle poste pas mal de contenu sur Xiaohongshu. Donc vous pouvez aller vous renseigner et c'est en chinois. Et que si vous avez besoin de services, vous pouvez entrer directement en contact avec elle. Elle sera ravie de vous donner des conseils. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.